Alors, d'où vient vraiment la masse? La question a l'air toute simple, n'est-ce pas? Sauf que la réponse, eh bien, elle risque de bousculer pas mal de certitudes. On va voir ensemble que la réalité est bien plus fascinante que les explications habituelles. Allez, on plonge dedans. Donc, la masse de la matière, d'où ça vient? On pense souvent avoir la réponse, hein. On a tous en tête deux géants de la physique, deux idées qui semblent tout expliquer. Sauf que, comme on va le découvrir, ces explications si célèbres ne racontent en fait qu'une toute petite partie de l'histoire. La première piste, c'est bien sûr le grand Einstein. Son fameux E égale mc carré, tout le monde connaît. En gros, ça nous dit quoi? Que la masse, c'est de l'énergie, mais super concentrée. L'exemple parfait, c'est la fission nucléaire. On prend un gros noyau, on le casse en morceaux, et à la fin, si on pèse le tout, la masse totale a un tout petit peu diminué. Et cette petite différence de masse, eh bien, elle s'est transformée en une quantité d'énergie absolument gigantesque. Donc voilà, la masse peut devenir de l'énergie. La deuxième grande idée, c'est le fameux champ de Higgs. Alors là, il faut imaginer une sorte de champ invisible, une sorte de mélasse qui remplit absolument tout l'univers. Et les particules élémentaires, les briques de base comme les quarks ou les électrons, elles acquièrent leur masse en interagissant avec ce champ. C'est un peu comme si elles devaient se frayer un chemin. Plus l'interaction est forte, plus la particule a du mal à avancer et donc plus elle est massive. C'est ça, le mécanisme de Higgs. Bon, on a Einstein d'un côté, le champ de Higgs de l'autre. On se dit, parfait, l'affaire est réglée, problème résolu. Sauf que, non, pas du tout en fait. C'est même là que ça devient vraiment intéressant, parce que ces deux concepts, mis bout à bout, n'expliquent qu'une part absolument minuscule de la masse de la matière qui nous compose. Pour être précis, la masse que les quarks obtiennent grâce au champ de Higgs, ça ne représente qu'environ 1% de la masse totale d'un proton. Oui, on a bien dit 1%. C'est tout, c'est absolument dérisoire. Du coup, la question devient obsédante. Mais alors, d'où viennent les 99% restants? Si le mécanisme de Higgs n'est qu'une toute petite contribution, où se cache l'immense majorité de la masse de l'univers? Eh bien, la réponse, il faut aller la chercher au cœur même de la matière, à l'intérieur des protons et des neutrons. Et la réponse, la voilà. Accrochez-vous, les 99% de la masse d'un proton ne viennent pas de la masse de ses composants, les quarks. Non, ils viennent de l'énergie pure qui les maintient collés ensemble. En d'autres termes, la masse n'est pas une propriété intrinsèque, une chose qu'on possède, c'est quelque chose qui émerge de l'énergie de liaison. Alors, cette énergie de confinement, elle vient d'où exactement? D'abord, il y a l'énergie cinétique des quarks. Il faut imaginer qu'ils sont piégés dans un espace minuscule, le proton, et ils s'agitent dans tous les sens à une vitesse proche de celle de la lumière. Ça génère de l'énergie. Mais le plus gros morceau, c'est l'énergie du champ de force forte, cette colle ultra puissante transportée par les gluons. C'est cette colle qui génère la masse. Et toute cette théorie porte un nom, la chromodynamique quantique ou QCD. Le point absolument essentiel à retenir, c'est donc ça. La masse n'est pas une propriété que le proton possède. La masse, c'est ce que le proton est. C'est tout simplement de l'énergie pure rendue massive par le confinement de la force la plus puissante de l'univers. Ça veut dire que la matière qu'on peut toucher là, maintenant, au fond, c'est de l'énergie qui a été figée. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, on a les quarks qui reçoivent une toute petite masse de base grâce au champ de Higgs. Ok. Mais de l'autre, on a les gluons. Et là, c'est fou. Les gluons, eux-mêmes, n'ont aucune masse, zéro. Et pourtant, par la seule énergie de leur champ, ils génèrent la quasi-totalité de la masse du proton. La véritable usine à masse de l'univers, ce n'est pas le Higgs, c'est la QCD. Bon, maintenant qu'on a à peu près compris d'où vient la masse d'un seul proton, changeons d'échelle. On va dézoomer un peu et regarder le noyau atomique tout entier, cet assemblage de protons et de neutrons. Et là, attention, il y a une subtilité importante. La force qui maintient les protons et les neutrons collés ensemble dans le noyau, ce n'est pas directement la force forte fondamentale. C'est une version qu'on appelle résiduelle. C'est comme un écho, une sorte de fuite de la force bien plus intense qui est à l'intérieur des protons. L'analogie est assez bonne, c'est un peu comme les forces de Van der Waals entre les molécules, qui sont elles-mêmes un résidu des forces électromagnétiques au sein des atomes. La distinction est donc super importante. D'un côté, on a la force fondamentale, la QCD, qui agit à l'intérieur des protons et qui est transportée par les gluons. Son job, confiner les quarks. De l'autre, à une plus grande échelle, entre les protons, on a la force résiduelle et elle est transportée par d'autres particules, les mésons. Alors, c'est quoi ces fameux mésons ? Attention, ce ne sont pas des particules fondamentales comme les quarks, non. Ce sont des paires super éphémères, un quark et un antiquark, qui apparaissent et disparaissent.
L'analogie avec les phonons dans un cristal est vraiment excellente pour comprendre. Un phonon, ce n'est pas un objet, c'est une vibration collective, une onde qui se propage dans le cristal. Eh bien, un méson, c'est pareil, c'est une sorte de vibration du champ de la force forte qui se propage d'un proton à un autre et qui les maintient ensemble. Bon, on vient de voir que la masse, qu'on a toujours considérée comme une propriété fondamentale de la matière, est en fait un phénomène émergent. Elle naît de l'énergie confinée. Et là, ça ouvre une porte sur une perspective vertigineuse. Parce que si la masse peut émerger de champs d'énergie, qu'est-ce qui nous dit que d'autres choses qu'on croit fondamentales ne le sont pas non plus? Le temps, par exemple, ou même la gravité. Alors, suivons une théorie un peu spéculative, mais très cohérente. Imaginez un instant qu'une seule chose soit vraiment fondamentale, l'expansion de l'espace. Juste ça. Dans ce scénario, le temps ne serait plus fondamental. Le temps local, notre temps, serait juste une conséquence, la mesure du rythme de cette expansion. Là où il y a de la matière, l'expansion ralentit, donc le temps s'écoule plus lentement. Et la gravité? Ce ne serait plus une force, juste une tendance statistique de la matière à aller vers les endroits où le temps s'écoule plus lentement. Et l'énergie noire, ce truc mystérieux, ce seraient simplement les zones de l'univers où l'expansion est si rapide qu'elles finissent par être totalement déconnectées du reste. Au final, l'idée que la masse n'est que de l'énergie confinée, ça nous force à revoir nos certitudes et à poser une question encore plus fondamentale. Et si le temps, l'espace, la gravité, tout ce qui constitue le tissu de notre réalité, n'étaient pas du tout fondamentaux? Et s'ils n'étaient que des phases, des états différents d'un seul et même champ cosmique, des vagues à la surface d'un océan bien plus profond? La question, bien sûr, reste ouverte,